Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Au Sénégal, 3 personnes dont un policier ont perdu la vie lors d'affrontements entre forces de défense et sympathisants de l'opposant Ousmane Sonko, leader des Patriotes. Une situation tendue qui a poussé la justice à renvoyer son procès pour viol au 23 mai. Au Mali, près de 48 heures après avoir qualifié de récit fictif le rapport des Nations Unies accusant l'armée malienne du massacre de 500 personnes à Moura, les autorités ont décidé d'ouvrir une enquête pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Les autorités ont également menacé la chaîne TV5 Monde. Et en Ukraine, les autorités ont assuré avoir abattu 6 missiles hypersoniques russes lors d'une nouvelle attaque nocturne sur Kiev. Faux, assure la Russie, qui affirme avoir frappé des installations militaires en Ukraine. C'est une chronique judiciaire et médiatique qui tient en haleine les Sénégalais. Ce mardi, la justice sénégalaise a renvoyé au 23 mai le procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko en raison des tensions qui entourent le candidat. La veille, des affrontements ont lieu, notamment à Ziguinchor, fief du leader du parti du PASTEF, Aymeric Torroyan. Comme il a annoncé, Ousmane Sonko n'était pas ce mardi matin à l'ouverture de ce procès, à l'origine de vives tensions au Sénégal. Le leader du PASTEF devait comparaître dans une affaire qui l'oppose à une ancienne masseuse. La jeune dame l'accuse de viol et de menaces de mort. Des accusations que l'opposant a toujours rejetées, dénonçant un complot du pouvoir pour empêcher sa candidature à la présidentielle prochaine. L'audience ce matin n'a duré que 20 minutes, le temps pour le juge de renvoyer le procès à mardi prochain. La date de la prochaine audience sera le mardi 23 mai, donc à 8h. C'est un envoi d'office. Donc c'est pour une audience spéciale qui sera tenue ici le mardi prochain. La veille du procès, des partisans d'Ousmane Sonko se sont une fois de plus soulevés dans plusieurs villes du pays, notamment à Dakar et à Ziguinchor, le fief de l'opposant. Les heurts qui ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre ont provoqué 3 morts, dont un policier écrasé par un blindé déployé lors des mouvements de protestation en marge du procès. La colère continue de monter dans le pays avec des partisans de l'opposition remontés contre l'éventualité d'une 3e candidature du président Macky Sall. La société civile sénégalaise redoute un enlisement de la situation. Pour Alioune Tine, ancien directeur régional d'Amnesty International, seul le chef de l'État détient la clé pour éviter une explosion des tensions. Ça donne l'impression auprès de ses partisans que voilà, c'est parce qu'il est crédible, c'est parce qu'il peut être président qu'on veut tout simplement l'éliminer. C'est ce soupçon-là qui crée la tension que l'on sait. Il y a déjà un passé où des leaders politiques comme Karim, comme Khalifa Sall n'ont pas pu compétir en 2019 parce qu'ils ont été condamnés par la justice. Je pense que plus vite le président va dire « je ne suis pas candidat » et plus vite il va aussi apaiser les tensions politiques qu'il y a et rassurer les Sénégalais de façon globale. Pour Ousmane Sonko, le pouvoir en place instrumentalise la justice à des fins politiques. L'opposant condamné déjà il y a quelques jours à 6 mois de prison avec sursis dans une autre affaire pour diffamation a appelé ses partisans à la résistance face à ce qu'il qualifie d'injustice. Une nouvelle condamnation à l'occasion de ce procès pour viol mardi prochain constitue une menace sérieuse à sa candidature à la présidentielle, mais également un risque d'embrasement du Sénégal. Et l'actualité sur le continent nous conduit au Soudan où les combats continuent. Selon des groupes de défense des droits de l'homme et des habitants, des dizaines de personnes ont été tuées lors de la dernière vague d'attaques dans la région soudanaise du Darfour. Dimanche, des fidèles ont été attaqués dans une église pendant la messe du dimanche alors que les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide paramilitaires durent depuis 1 mois. 5 personnes ont été blessées au total, dont un prêtre, et les factions belligérantes se sont mutuellement accusées de l'attaque contre l'église.
Et ce conflit a entraîné des conséquences dévastatrices pour de nombreux enfants qui ont été contraints de fuir leur domicile, suscitant des préoccupations quant à leur avenir. Selon l'ONG Éducation sans délai, face à cette situation, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation a débloqué une aide de 3 millions de dollars pour soutenir les enfants déplacés au Tchad. Émeric Torquegnan. Des tentes de fortune à perte de vue et surtout des milliers d'enfants soudanais privés de scolarité dans ce camp de réfugiés au Tchad. Depuis que la guerre a éclaté, il y a un mois dans le pays, le quotidien de ces enfants a été totalement bouleversé. À part les conditions de subsistance difficiles, ils se retrouvent désormais loin des bancs de l'école. Une situation qui préoccupe l'organisation Education Cannot Wait, un fonds des Nations Unies pour l'éducation, dont la directrice, lors d'une visite de 5 jours au Tchad, a annoncé une contribution de 3 millions de dollars. Mais les besoins sont bien au-delà. Aujourd'hui, le CW utilise notre première réponse d'urgence. Et j'annonce par la présente une subvention de 3 millions de dollars américains aux opérations immédiates du HCR pour tous ces réfugiés. Le besoin total dans le plan de réponse régional pour les réfugiés du HCR au Tchad est de 8 millions de dollars pour l'éducation. Et le CW arrive maintenant avec 3 millions de dollars. Par la présente, j'exhorte tous les donateurs et partenaires stratégiques à nous aider à combler le déficit restant de 5 millions de dollars. Mais en attendant que les 8 millions de dollars soient mobilisés, des milliers d'enfants soudanais déplacés, privés d'éducation, sont impatients de retourner à l'école. Je suis venu ici dans l'espoir de poursuivre mes études, mais il n'y a pas d'école pour le moment, pas de bâtiment pour l'instant. Nous sommes ici, mais nous voulons aller à l'école. L'éducation est notre priorité absolue, c'est la chose la plus importante que nous demandons. Des plus de 100 000 réfugiés soudanais, le Tchad en accueille plus de la moitié, dont 70% sont des enfants. En Égypte, en Éthiopie, au Soudan du Sud ou encore en RCA, où ils se retrouvent, les besoins sont de plus en plus croissants. Des ONG sonnent déjà l'alerte sur la nécessité de se pencher sur l'éducation de ces milliers d'enfants obligés de fuir la guerre au Soudan. Au Mali, près de 48 heures après avoir qualifié de récit fictif le rapport des Nations Unies accusant l'armée malienne du massacre de 500 personnes à Moura, les autorités ont décidé d'ouvrir une enquête pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. 2 jours après avoir qualifié de récit fictif le rapport des Nations Unies sur le massacre de Moura, le Mali menace de suspendre définitivement la chaîne de télévision TV5 Monde. Dans un communiqué, la haute autorité de la communication du Mali dénonce les propos tenus par le rédacteur en chef Afrique de la chaîne au moment de commenter le rapport de l'ONU sur le massacre, les qualifiant de dérive. Les propos accusatoires et sans nuance du rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde violent toutes les règles de l'éthique et de la déontologie journalistique. À aucun moment le souci d'équilibre du contradictoire n'a animé l'auteur de cette cabale médiatique. Selon l'organe de régulation des médias au Mali, le rédacteur en chef Afrique de la chaîne tirerait des conclusions hâtives sur fond d'apologie de la haine ethnique. Le Mali estime que les propos tenus sur la chaîne visent à porter atteinte à l'image et à la réputation du pays. La HAC condamne avec la dernière rigueur ce journalisme de dénigrement et de stigmatisation. Aussi, la HAC interpelle la direction générale de TV5 Monde sur cette dérive éditoriale visant à porter atteinte à l'image et à la réputation du Mali. La colère des autorités maliennes ne vise pas que les médias, elle est aussi dirigée contre la mission des Nations Unies au Mali. La publication de ce rapport sur le massacre de Moura, qui accuse clairement l'armée malienne et ses supplétifs d'avoir exécuté 500 personnes, fait sortir Bamako de ses gonds. La junte dit avoir ouvert une enquête judiciaire contre la MINUSMA et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et complot militaire. L'enquête doit déterminer si les satellites de la MINUSMA ont violé l'espace aérien malien pour produire ce qu'elle présente
comme les preuves du massacre. L'autorité indépendante de gestion des élections du Mali a tenu une conférence de presse à Bamako mardi 9 mai afin de rassurer quant à l'avancement des préparatifs sur le référendum de nouvelle constitution qui avait initialement été prévu pour mars dernier et qui a été reporté au 18 juin prochain. Le président de l'organe responsable de la gestion du scrutin affirme que cette fois-ci, l'engagement sera respecté. Correspondance Bourema Soulo. Chargé d'organiser les élections référendaires, législatives et présidentielles devant mettre fin à la transition en cours, l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, se dit prête à relever les défis. C'est l'une des informations qui est ressortie lors du point de presse tenu au siège de l'EGE le mardi 9 mai 2023. Nous vous réitérons ici que l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, et l'ensemble de ses compétences, nous nous mettrons au travail pour que, à la date du 18 juin, s'il plaît à Dieu, que nous soyons au rendez-vous de la tenue du scrutin référendaire. Je le dis bien sûr, pour que tout le monde comprenne, nous avons tous les moyens matériels, moyens financiers, pour pouvoir accomplir cette mission. Si le président de l'EGE se veut optimiste et garantit la bonne tenue de la consultation référendaire, la mission d'observation électorale s'inquiète de la transparence, surtout autour du vote des militaires. Le premier défi, à notre sens, c'est le vote des militaires. C'est le 11 juin, avant le vote des civils. À ce jour, au Mali, nous n'avons pas connaissance qu'il y ait un fichier électoral distinct pour les militaires et un fichier électoral distinct pour les civils. Aujourd'hui, on pourra dire qu'il y a 500 000 ou bien 1 million, 2 millions de militaires qui ont voté. Personne ne peut vérifier. Donc, et encore, le vote des militaires se fera dans les camps militaires. Et là, l'accès au bureau de vote à l'intérieur des camps militaires pose problème par rapport à la transparence, par rapport à la sincérité du scrutin. Donc ça, c'est un défi pour nous. Pour le cadre des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, les défis à relever avant le jour J sont énormes, comme entre autres l'instauration d'une concertation de l'EGE avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Pour l'heure, le porte-parole du cadre dénonce un pilotage à vue. Actuellement, on est en train de diriger un pays sans programme. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des chevauchements entre les prérogatives des ministères ou du gouvernement et l'EGE. Lors de l'ordonnance prise en Conseil des ministres hier, ils ont été obligés de revenir à l'EGE encore, de remettre les prérogatives de l'EGE à sa place. Les prérogatives qu'on avait enlevées à l'EGE il y a tout récemment, et pour donner au gouvernement, ont été redonnées encore à l'EGE par rapport aux données biométriques. Donc vous voyez que c'est un pilotage à vie. Outre la deuxième modification de la loi électorale, le nouveau découpage administratif ne sera pas pris en compte lors du référendum à venir, selon le président de l'EGE, alors que l'ancien découpage n'est plus en vigueur, ce qui laisse dubitative certaines organisations de la société civile telles que la Modèle Mali. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisée par Noël Dong et Ahmed Chignou. Au Mozambique, le nombre de cas de choléra a augmenté considérablement depuis le passage du cyclone Freddy, atteignant plus de 27 000 dans 11 provinces du pays. Quelimane, une ville côtière de basse altitude, est devenue un point chaud dans la propagation du choléra à cause des nappes phréatiques très hautes. L'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies et Médecins sans frontières traitaient plus de 400 cas par jour. Les chiffres ont depuis baissé grâce aux campagnes de vaccination de masse. Le cyclone Freddy avait frappé le Mozambique et le Malawi au début du mois de mars. Au moins 73 décès avaient été enregistrés au Mozambique et plus de 30 000 maisons avaient été détruites. L'ancien patron du constructeur allemand Audi a plaidé coupable de fraude devant un tribunal de Munich ce mardi dans son rôle dans l'affaire du Dieselgate, un scandale sur des émissions de voitures diesel. Selon les procureurs, Robert Stadler était au courant de la manipulation en 2016, mais s'était abstenu d'intervenir, autorisant la vente de ces véhicules diesel jusqu'en 2018. L'ancien patron d'Audi a exprimé ses regrets et a livré ses aveux dans le cadre d'un accord entre ses avocats et l'accusation qui lui accorderait une peine avec sursis. Le sexagénaire devrait également écoper d'une amende de 1 100 000 €. Robert Stadler est le premier ancien membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen à admettre la falsification des valeurs d'émission des voitures diesel devant un tribunal.
En France, les juges d'instruction antiterroriste ont ordonné ce mardi que 14 personnes soient jugées dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. L'enseignant de 47 ans avait été assassiné le 16 octobre 2020 près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine en Yvelines. L'auteur des coups de couteau, Abdoulak Anzorov, 18 ans, radicalisé, avait été abattu dans la foulée par la police. Les juges ont demandé un procès aux assises. 7 adultes seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels, 2 amis de l'assaillant pour complicité d'assassinat terroriste, un procès distinct devant le tribunal pour enfants pour 5 adolescents âgés de 14 à 15 ans au moment des faits sera aussi organisé. Abdoulak Anzorov reprochait à Samuel Paty d'avoir montré en classe, lors d'un cours sur la liberté d'expression, des caricatures de Mahomet. Retour en France, où la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites retient l'attention des députés. Le texte déposé par le petit groupe d'opposition Lyotte pourrait être menacé. C'est une crainte en tout cas de son président Bertrand Pancher, invité d'audition publique sur les chaînes parlementaires. Pour lui, attention aux députés de la majorité qui pourraient être tentés de rendre le texte irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Je vous propose de l'écouter. Je pense que le gouvernement, le président de la République et la majorité relative, ils sont dans une peur panique et qu'ils utilisent tous les arguments pour effrayer les uns et les autres et nous décrédibiliser. Est-ce qu'il est irresponsable que le Parlement se prononce ? C'est quand même très grave, on n'est pas dans une démocratie bananière. C'est irresponsable de passer en force parce que cette crise sociale, elle est violente. Il est vraiment indispensable qu'il n'y ait pas d'obstruction parlementaire parce que je pense que le remède serait pire que le mal. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé lors d'une interview au journal télévisé de 20h, mettant en avant les résultats de sa politique économique et abordant divers sujets tels que les impôts, la réindustrialisation et la guerre en Ukraine. L'interview d'environ 25 minutes avait été enregistrée à l'Élysée. Voici les points essentiels à retenir avec Mathieu Nicolas. Aider l'Ukraine à résister, voilà comment Emmanuel Macron explique l'aide de Paris à Kiev. Dans cet entretien télévisé accordé à TF1, au lendemain de la visite en France de Volodymyr Zelensky, le président Macron s'oppose toujours à la livraison d'avions de chasse à l'Ukraine, mais la France se dit disposée à fournir d'autres armes et former des pilotes de chasse ukrainiens dès maintenant. Les formations peuvent commencer dès maintenant. Il n'y a pas de tabou. Il y en a eu pendant plusieurs mois. Non, il y a toujours la même ligne. Et la France a toujours la même position. Aider l'Ukraine à résister, et maintenant se joue beaucoup. Parce que le succès de cette contre-offensive sera déterminant pour la capacité à bâtir une paix durable. La deuxième chose, c'est donc qu'on livre tout, mais qu'on ne fasse pas la guerre à la Russie. On ne fait pas la guerre à la Russie. On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe. Ce qui veut dire qu'on ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe ou d'attaquer la Russie. Et troisième chose, parfois on met des limites. Et je suis obligé de dire, je ne peux plus vous en livrer parce que nous avons besoin de continuer à protéger notre pays, nos sites sensibles. Et donc on n'affaiblit pas la capacité de la France à se défendre elle-même. Outre la guerre en Ukraine, le président Emmanuel Macron est aussi revenu sur le dossier brûlant des retraites. Alors que l'intersyndicale sera reçue mardi et mercredi à Matignon, le président n'a pas changé de fusil d'épaule. Il assume pleinement sa réforme, et ce malgré une forte opposition à celle-ci. Il récuse toute forme de mépris à l'égard des Français. Le seul moyen, c'est de travailler un peu plus longtemps. Et c'est logique, parce que quand on regarde la France par rapport à tous les autres, c'est les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, ce qui nous caractérise, c'est qu'on travaille moins longtemps que nos voisins dans l'ensemble de notre vie. Donc cette réforme, elle est nécessaire pour ça. La deuxième chose, c'est qu'elle est nécessaire parce qu'elle crée plus de richesses. Tout le monde a oublié de le dire. Mais par rapport à ceux qui vous promettent des monts et merveilles ou de revenir à la retraite à 60 ans, il n'y a pas de pays fort s'il ne crée pas sa propre richesse. On ne peut pas redistribuer de l'argent qu'on n'a pas produit nous-mêmes. Sinon, on va l'emprunter chez le banquier. Sans préciser les mesures avancées, Emmanuel Macron veut consacrer 2 milliards d'euros de baisse d'impôts aux classes moyennes d'ici 2027. Mais seulement quand la trajectoire budgétaire le permettra,
dans ce quinquennat. Interrogé sur l'inflation, Emmanuel Macron a confirmé que le trimestre anti-inflation, formule où les supermarchés s'engagent à vendre une sélection de produits au prix le plus bas possible, pourra être prolongé si c'est nécessaire au-delà du 15 juin. Dans les rangs de l'opposition, la nouvelle sortie médiatique du président n'est pas passée inaperçue. Une nouvelle fois, une partie de l'opposition dénonce la même rengaine, le mensonge et le déni du réel. Merci à vous. Et sur le terrain de la guerre en Ukraine, la situation est toujours instable. Les autorités ukrainiennes ont assuré avoir abattu 6 missiles hypersoniques russes lors d'une nouvelle attaque nocturne sur Kiev. La Russie affirme quant à elle avoir frappé des installations militaires en Ukraine avec un barrage de missiles la nuit dernière, assurant avoir touché toutes les cibles. Le point sur la situation avec Laurent Leleu. L'armée russe a annoncé avoir mené cette nuit une attaque de missiles contre des installations militaires ukrainiennes, assurant que toutes les cibles avaient été atteintes avec succès. Une information rapidement démentie par les forces ukrainiennes qui ont réagi en affirmant avoir intercepté et abattu tous les missiles lancés par la Russie. C'était exceptionnel par sa densité, un nombre maximum de missiles dans un laps de temps très resserré. Selon les premières informations, la grande majorité des cibles ennemies dans le ciel de Kiev ont été détectées et détruites. Cette nouvelle attaque nocturne intervient au lendemain du retour annoncé à Kiev du président Zelensky après sa tournée européenne qu'il a conduite en Italie, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Une nouvelle attaque qui n'aura pas eu l'effet escompté du côté russe, mais qui a réjoui le ministre de la Défense ukrainienne. Un autre succès incroyable pour les forces aériennes ukrainiennes. La nuit dernière, nos défenseurs du ciel ont abattu 6 missiles hypersoniques russes, Kizal et 12 autres missiles. Les terroristes russes n'ont aucune chance de l'emporter sur l'Ukraine. Dans cette guerre dont personne ne connaît l'issue, le président sud-africain Cyril Ramaphosa vient d'annoncer que 6 dirigeants africains allaient mener une mission de paix dès que possible en Ukraine et en Russie pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit dévastateur. Et avant de nous quitter, un détour par Cannes et son prestigieux festival. Pour la 76e édition du plus grand festival de cinéma du monde, 21 films seront en compétition pour la Palme d'Or. Près de 80 films sont également répartis dans les sélections parallèles. Aussi, la Croisette devra recevoir plus de 4000 journalistes accrédités et 80 000 festivaliers pendant 11 jours. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.